Salut, ce fut une semaine particulièrement tragique, un tremblement de terre qui touche les régions pauvres et oubliées du Maroc, et puis d'impressionnantes inondations en Libye dues à une tempête aggravée par le réchauffement climatique. À chaque fois des milliers de morts, de blessés, et en Libye sans doute au moins 10 000 disparus. Au-delà des drames, ces deux catastrophes nous parlent. Elles posent de nombreuses questions climatiques dans le cas libyen, mais aussi politiques et même polémique pour ce qu'il s'agit du Maroc, on y reviendra évidemment. Le fil rouge de cette émission, ce sera toi, Rachida El Azouzi. Salut, journaliste à Mediapart. Salut. Notre émission, c'est donc Maroc, Libye, leçon de deux catastrophes. Vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité de Mediapart. Rachida, tu as eu une semaine chargée, tu as écrit sur ces deux catastrophes en Afrique du Nord. Vendredi 8 septembre, tremblement de terre au Maroc, bilan actuel près de 3000 morts et 5500 blessés. Une semaine après, pendant qu'on parle, dans certains villages, on cherche encore les morts sous les décombres, sans beaucoup d'espoir à cette heure évidemment. Et 2 jours plus tard, le 10 septembre, des inondations monstres dans l'est de la Libye qui causent la mort d'au moins 5000 personnes et il y aurait un minima 2 fois plus de disparus. En raison de la proximité, d'une histoire aussi de colonisation, de liens humains et familiaux entre nos deux pays. Le séisme au Maroc a évidemment eu beaucoup d'écho en France et on en parlera dans un instant avec nos deux invités, Rosa Moussaoui et Mariam Tigaminine. Mais on va d'abord évoquer ensemble, Rachida, la Libye. C'est tout à fait massif. Plusieurs villes ont été touchées dans l'est du pays par des inondations impressionnantes, notamment à Derna, près de la frontière avec l'Égypte. Dans cette ville, 100 000 habitants, en quelques heures, il est tombé l'équivalent d'une année et demie de pluie. 2 barrages se sont effondrés. Là, c'est le barrage. Enfin, c'était le barrage. Maintenant, c'est juste le sol. Il n'y a plus de béton. Il faisait 40 mètres de haut. Résultat, la quasi-totalité de la ville a été emportée par les eaux. Des vagues de 7 mètres parfois ont dévasté sur leur passage des quartiers entiers. في نص عربنا ويمكن 90% من عربنا لا فقدت حوش خالتي بكامل حوش خالتي كامل حوش عمتي كامل حوش ولاد عمتي كامل إبادات جماعية. On compte environ 5000 morts, mais ce chiffre devrait augmenter selon la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Le nombre de morts est énorme et pourrait atteindre des milliers, vraiment. Pour l'heure, notamment à Derna, donc l'urgence, c'est, on le voit, d'enterrer les corps pour éviter le risque de préparation des maladies. Donc, extrême urgence. Et selon les Nations Unies, dans cette seule ville de Derna, je l'ai dit, 100 000 habitants, 30 000 habitants ont été déplacés. C'est des scènes, Rachida, très près de chez nous, de dévastation. Ah oui, complètement, Mathieu. C'est une situation véritablement cauchemardesque. Le maire de Derna parle, lui, de 20 000 morts. Ouais. 20 000 morts sur une population de 100 000 habitants. C'est 1/5 de la population. S'il a poussé un cri d'urgence aujourd'hui, il appelle à l'aide des équipes spécialisées pour récupérer les corps, parce que, comme tu l'as dit, il faut s'assurer de ne pas provoquer d'épidémie. Il faut pouvoir ramasser tous ces corps qui s'amoncellent dans les décombres, dans la boue, dans l'eau. La montée des eaux, tu l'as dit, a détruit 2 barrages, dont un qui n'avait pas été maintenu depuis plus de 20 ans. C'est énorme. Et ça a provoqué l'équivalent d'un tsunami, en fait. Ça a balayé la ville. Elle est quasi, en tout cas, détruite. Et les ravages, ils sont encore plus démultipliés. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays qui a été totalement disloqué par plus d'une décennie de guerre, qui est aujourd'hui fracturé, divisé en 2 pôles, 2 gouvernements rivaux, l'un à l'ouest qui est soutenu par la communauté internationale, l'autre à l'est qui lui est soutenu par la Russie et emmené par un va-t-en-guerre, le maréchal Khalifa Haftar. C'est là où se produit cette catastrophe. Et la guerre, effectivement, ça détruit tout. Et ici, en l'occurrence, tous les outils qui auraient pu permettre d'anticiper la catastrophe naturelle et de faire en sorte qu'il y ait moins de pertes humaines. Cet après-midi, c'est le patron de l'Organisation météorologique mondiale qui, depuis Genève, a dit « Nous aurions pu éviter la plupart des pertes humaines si le réseau d'observation météorologique, les systèmes informatiques n'avaient pas été entièrement détruits ces dernières années. » Alors, plusieurs hommes politiques évoquent aujourd'hui l'unité de la Libye et on voudrait le souhaiter devant tant de corps, devant tant de vies humaines détruites. Aujourd'hui, il faut compter sur l'unité.
Mais les fractures sont tout de même immenses. La crise politique est interminable dans ce pays. Gageons que l'unité n'est pas seulement un semblant aujourd'hui. Et puis, il y a, tu as dit, cette situation politique, ces infrastructures négligées pendant des années, donc voilà, les conséquences concrètes aussi de cette guerre. Il y a l'aspect climatique aussi, puisque ces inondations, c'est la conséquence d'un cyclone subtropical qui s'appelle Daniel, dont l'intensité, d'après ce que disent les météorologues, a été aggravée par le réchauffement climatique. Oui, bien sûr, cet épisode d'une rare violence est en partie dû aux températures anormalement élevées en mer Méditerranée. Les scientifiques n'ont pas cessé d'alerter et aujourd'hui, c'est là, c'est sous nos yeux. Nous devons ouvrir les yeux face à ce qui se produit ici en Méditerranée. D'où venait Daniel, ce fameux Médicane? Il vient de Grèce, d'un autre pays qui a subi un été catastrophique, cauchemardesque, meurtrier, qui a été ravagé sur le plan climatique par un incendie, un des plus gros incendies de son histoire. Et lorsque cette tempête est passée en Grèce, elle a en peu de temps déversé l'équivalent d'une année de pluie. La région méditerranéenne sort d'un été calamiteux. On a vu des sécheresses records partout, notamment au Maroc. On a vu donc des incendies, des chaleurs extrêmes. Ça nous montre à quel point le monde pourrait s'attendre avec un réchauffement global de plus de 1,5 degré. C'est Antonio Guterres qui parlait d'effondrement climatique. Secrétaire général des Nations Unies. Tout à fait, début septembre. Cette année 2023 est déjà classée l'année la plus chaude de l'histoire et il y a des rapports qu'on évoque très régulièrement dans les médias, c'est les rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui, là aussi, est catégorique. Et à propos de ces tempêtes, il nous explique qu'elles ne seront pas forcément plus nombreuses à l'avenir, mais beaucoup plus intenses, beaucoup plus violentes, beaucoup plus dévastatrices, si rien n'est fait. Rachida, toi, quand tu pars en reportage, tu te rends souvent dans des pays du Sud. Évidemment, on se dit que, notamment par rapport à tout ce que tu dis, bien, ça dessine un avenir assez inquiétant pour un grand nombre de pays. On parle souvent, nous, de la France, de l'Europe, mais en fait, ailleurs dans le monde, notamment dans les pays où tu te rends, quand, comme ça, se cumulent questions d'infrastructures défaillantes et de questions du réchauffement climatique qui arrive. Oui, je pense que à la fois ce qui se joue aujourd'hui en Libye, comme ce qui se joue aussi au Maroc, nous rappelle à quel point les catastrophes naturelles malmènent les pays du Sud et combien ces pays du Sud sont vulnérables au dérèglement climatique. Tu restes avec nous, on va maintenant accueillir nos invités pour évoquer le tremblement de terre au Maroc et ses conséquences. Et elle s'installe avec nous, Rosa Moussaoui, bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Humanité. Mariam Tiganinine, bonjour, vous êtes sociologue. Le tremblement de terre, son épicentre était situé dans le Haut-Atlas, comme on le voit sur cette carte, au sud de Marrakech. Et les zones les plus touchées se situent dans deux provinces, celle d'Al-Aouz et la province de Taroudan. Vous, Mariam, vous avez perdu des membres de votre famille dans ce tremblement de terre, des membres de votre famille qui vivent dans plusieurs villages assez reculés du Haut-Atlas, notamment, je crois, dans la province de Taroudan, qui a été, je l'ai dit, très touchée par ce séisme. D'abord, évidemment, des pensées pour vous et votre famille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette famille, comme beaucoup d'autres familles donc, dans cette région du Haut-Atlas, comme vous l'avez rappelé, donc, c'est une région plutôt reculée, enclavée, abandonnée de la monarchie, du Marsan, de l'État, donc a été frappée de plein fouet par cette catastrophe naturelle. Et effectivement, donc, des membres de ma famille ont perdu la vie et d'autres là sont encore très choqués par ce qui s'est passé. Donc, les habitations, il y a beaucoup de dégâts matériels. Donc, on a notamment les maisons traditionnelles, donc les plus anciennes, qui n'ont pas tenu. Les maisons un peu plus modernes, en fait, qui ont pris cher, donc qui sont inhabitables en l'état. Et de toute manière, en fait, tout le monde dort à l'extérieur depuis la catastrophe. D'ailleurs, ce matin, j'ai appris qu'il y a eu une autre secousse et donc ça les conforte en fait dans l'idée qu'il faille rester dehors. Mais le problème, c'est que dehors, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Moi, les villages de ma famille ont toujours pas été secourus, donc ils n'ont toujours pas vu ni l'armée,
ni les gendarmes, ni les secours, parce qu'en fait, je pense que, ils sont complètement débordés. Ça veut dire que, concrètement, dans ces villages-là, ce sont les habitants eux-mêmes qui dégagent les décombres. Et des bénévoles ou des personnes venues en fait des grandes villes du Maroc ou des proches en fait qui sont partis de France en fait pour aller aider. Donc en fait, le premier jour, il commençait à manquer de nourriture, mais maintenant en fait, il y a beaucoup de dons en nature qui arrivent. L'électricité donc a fini par être rétablie, mais elle est intermittente. Pour ce qui est de l'eau, donc c'est déjà une région qui connaît le stress hydrique, donc là, déjà aussi touchée par le réchauffement climatique. Exactement. Et donc là, en fait, il est compliqué pour eux donc d'avoir accès à de l'eau potable. Donc il y a eu du ravitaillement en fait de bouteilles d'eau, etc. Et puis moi j'ai eu des nouvelles tôt ce matin parce que donc il y a eu de la débrouille pour s'organiser pour donner des soins, de la petite chirurgie, des anti-inflammatoires, etc. Et en fait on m'a dit que ce qui était assez frappant, c'est que les gens étaient très très choqués. Ouais. Et il y a vraiment en fait des traumatismes psychologiques et donc certains et certaines l'expriment, ou en tout cas leur corps l'exprime, et d'autres en fait sont emmurés dans un silence qui fait peur, quoi. Et donc c'est vrai que moi la situation est actuellement dramatique, mais j'ai encore plus peur pour les semaines et les mois, voire les années à venir. Et d'ailleurs la Croix-Rouge aussi alerte sur ça, sur le fait que les années à venir vont être très très dures. Rachida, Rosa, on va regarder dans un instant un reportage justement sur la situation dans ces zones. En un mot ou deux pour qualifier finalement la situation sur place près d'une semaine après ce tremblement de terre. Quel adjectif ou mot vous utiliseriez? Alors moi, il y a un mot qui est beaucoup revenu dans les entretiens que j'ai menés avec de nombreuses Marocaines et Marocains. C'est le mot fawda, qui dit en arabe le chaos, pour décrire la situation de catastrophe dans laquelle aujourd'hui la population marocaine est plongée dans ces deux régions. Mais j'ai d'autres mots aussi qui me viennent à l'esprit, et le récit que nous fait Mariam le traduit déjà, c'est l'entraide, c'est la solidarité, ce que le peuple marocain est capable de faire pour le peuple marocain. Je suis absolument fascinée parce que d'abord je pense qu'il y a aussi une grande partie de la population qui est habituée à se débrouiller seule, à pallier diverses défaillances de l'État et à s'organiser. Et aujourd'hui, on le voit, c'est véritablement une leçon de solidarité. Rosa, un adjectif ou une image? Moi, ce qui me vient, c'est cataclysmique. C'est l'image de ces villages, effectivement, faits de maisons empisées, qui sont complètement pulvérisés, comme s'ils avaient subi des bombardements. C'est ce qui dit la violence du séisme. Ce qui me frappe aussi, c'est effectivement cet élan de solidarité qui vient aussi pallier comme il peut l'inaction, la paralysie, la catalepsie d'un État qui a été incapable d'organiser correctement les secours dans les premières heures. Or, pour espérer sauver des vies dans un séisme, c'est les premières heures qui sont cruciales. Et on sait que le Maroc manque d'équipes spécialisées pour extirper des survivants des décombres, des équipes étrangères qui sont habituées à réagir très vite et à se rendre dans l'urgence sur le théâtre des séismes, sont partis de France, par exemple, le lendemain même de la catastrophe, et sont restés bloqués dans les aéroports. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander combien de vies auraient pu être sauvées si effectivement des équipes avaient pu agir et venir au secours de ces villageois qui extirpaient à main nue finalement des corps sans vie, des décombres. On va y revenir dans un instant justement à ce volet-là, mais je vous propose de partir justement au Maroc où Mariam Aït Agnia et Camélia Echiab se sont rendus dans cette province d'Alaouz, au sud de Marrakech. Donc on l'a dit, une région rurale et montagneuse. À 70 km de Marrakech, il y a ce village, Moulay Ibrahim, qui a été très touché. De nombreux habitants sont morts. Le village, on le voit, est en ruine et les survivants s'abritent dans des habitations de fortune. Et quelques kilomètres
plus au sud, eh bien, il y a une ville qui s'appelle Asni. Elle est moins isolée parce qu'elle longe la route nationale. Ici, les habitants, on le voit, ont pu recevoir une aide assez rapide. L'État a déployé des tentes qui abritent des familles entières. Par exemple, Saïda et ses enfants qui vivent dans une tente. حيت في ديك اللحظه ما بقيش يعقل الانسان اش غيدير ولا صافي تتبان ليا غير الموت وتنشهد والدار تتهز والغبره وكل شيء تلمع تيطيحوا عليا خرجت نبقى نجر في الباب ما بغاش يتحل ليا ملي تحل بقيت كندوق على الجيران جارتي باقا حاضره كندوق عليها تنقول لها خرجوا نتعتقوا باقا ديك الساعه الارض كتهز كنسمع الدوار مساكن اللي ضاعوا فيه الناس واللي ماتوا فيه ديال الاسل الناس كطيح الضواء تنسمعوا الترياب تنسمعوا الغوت ديال العيالات الطريق مسدوده الناس تتبغي تدي ولادها للسبيطار داري طاحت مشاو الحوايج صافي جيت هنا خديت خيمه البارح ولكن البرد للدراري حنا 3 د العائلات في واحد الخيمه وكاين اللي مازال كاع ما خداها وتكرفسنا رغم ذلك تكرفسوا الناس والبرد للدراري شكرا جاو الخيام وقفوا معنا السلطات حتى شديناهم ولكن كاين البرد. À côté de ce camp, un hôpital militaire de campagne a été installé donc par l'armée, suivi psychologique, gynécologie, maladies chroniques. L'hôpital a reçu 500 personnes la journée, mais c'est pas les cas les plus graves. Sur place, un médecin gradé l'assure, l'État marocain, dit-il, n'a pas traîné. Nous avons reçu l'ordre de se déployer la nuit même du séisme à 3 heures du matin pour se déplacer vers la région d'Asni. Nous sommes arrivés le lendemain matin et l'installation complète pour que l'hôpital militaire soit opérationnel après environ 24 à 36 heures. Plus au sud encore, plus proche de l'épicentre, on a le village de Ouergan. Ici, les situations d'urgence sont nombreuses et les habitants ont trouvé refuge dans ces chapiteaux blancs le long de la route. Plusieurs jours après le séisme, l'essentiel continue de manquer. باقيين شي بلايص عاوتاني باقيين شي بلايص اخرين بعادين لفوق كلشي حتى هما محتاجين سميتو للمساعدات والتعاون ديالكم الله يجازيكم بخير وكنشكروا المحسنين من هذا المنبر هذا الحاجه اللي باقيين محتاجين اليوم هما لي طونط خاصينا لي طونط وخاصينا لي تواليت على حساب العيالات ديالنا راه ما كاينينش عندنا لي تواليت. Les habitants ont reçu beaucoup de vêtements grâce à la solidarité marocaine, ONG, associations, des groupes de supporters de foot par exemple, et les affaires en surplus vont être envoyées dans les zones qui sont encore plus reculées. Encore plus proche de l'épicentre, le village de Talaten Yacoub, ici là aussi de très nombreux morts, raconte cette étudiante encore choquée. الطريق مقطوعه ومقرفصه الهليكوبترات ما كيلقاوش فين يهبطوا في السونتر تقريبا شي 200 واحد مات وتقريبا شي 100 واحد جارح. باش كنشوف كل شيء مزيان وكل شيء بخير انا الحمد لله ولكن الناس راهم متدمرين انا باقي قادره نشد راسي وكل شيء ولكن الناس راهم متضررين بزاف شداهم الصدمه كاين اللي ما بقاش كيهضر كاين اللي ناض لقى كل شيء مات بقى غير هو كاين اللي مات ليه با مو كاين. Depuis le séisme, il faut des heures pour atteindre cette ville. Les routes ont été endommagées. Il y a encore des glissements de terrain. Sur place, on le voit, c'est un chaos de voitures, de camions, d'hélicoptères. Les secours cherchent toujours des cadavres. جيت مع الفريق ديالنا دي سي ام جي حجار ننسق مع السلطات ومع الاداره ديالنا من اجل المساعده والقيام بعمليات الانقاذ وانتشال الضحايا. جينا تقريبا هذه المده ديال 48 ساعه قمنا بعمليات ديال البحث عن الضحايا. ساعدنا في عمليه ديال الايجاد ديال واحد الجثه اللي تقريبا بقات 4 ديال الايام. الحمد لله المجهودات اللي كانت بالتنسيق مع السلطات ومع الوقايه المدنيه ومع الدرك الملكي تم في الاخير العثور على الجثه واستخراجها والتعرف عليها من قبل العائله ديال الضحيه. Mais la jeune fille était bien sûr décédée. Rachida, plusieurs jours après, on a commencé à évoquer la situation tout à l'heure, plusieurs jours après, quasiment une semaine après ce séisme, qu'est-ce qu'on peut dire sur la façon dont se sont organisés les secours? Rosa disait il n'y avait pas d'équipe spécialisée au départ. Quel point on peut faire aujourd'hui sur la situation? Est-ce qu'il y a encore, Mariam nous disait, les villages de ma famille, encore pas d'autorité ou pas de représentants de l'autorité qui sont venus ou pas de secours? Je crois qu'il faut rappeler déjà la zone dans laquelle on se trouve. On le disait tout à l'heure, c'est une zone enclavée, c'est une zone montagneuse, rurale, déshéritée depuis des décennies. On y reviendra un petit peu plus tard si vous le souhaitez, puisque j'ai consacré un article
qui montre combien c'est ce qui a été qualifié de Maroc inutile qui a été frappé. C'est-à-dire qualifié pendant la colonisation de Maroc inutile et que tu dis qu'ensuite ça a perduré. C'est-à-dire qu'au lieu de combattre cette politique de marginalisation de la montagne, elle a été au contraire renforcée après l'indépendance. C'est-à-dire dans les choix économiques qui ont été faits. Bien sûr, oui, c'est les régions parmi les plus marginalisées, parmi les plus sous-équipées. Ce sont des régions qui ont été délibérément tenues à l'écart de la modernisation. Et dans l'article dont je vous parle, j'ai fait le lien avec un autre séisme qui s'est produit il y a 20 ans, quasi exactement, en 2004, dans la région du nord-est du Maroc, dans la région du Rif. Une région également amazirophone, comme aujourd'hui la région qui est frappée dans la région de Taroudant et dans la région de Marrakech-Safi. Pourquoi c'est important de resituer? Parce que l'enclavement, il y a une double injustice. Il y a une injustice géophysique, le relief accidenté, la difficulté d'atteindre certains villages qui sont extrêmement isolés, des éboulements se sont produits, des glissements de terrain qui font qu'aujourd'hui les routes ne sont pas praticables. Donc il faut s'adapter en marchant à pied ou en conduisant des ânes ou alors héliporter, mais même les hélicoptères ne peuvent pas tout. Donc c'est déjà aussi très compliqué. Et puis, il y a l'injustice sociale qui est du fait de cette absence d'infrastructures, à commencer par des routes, à commencer aussi par une politique de l'habitat. Ce sont des maisons traditionnelles en pisé qui se sont effondrées comme des châteaux de cartes. Rosa, vous nous avez dit que vous avez parlé de... D'ailleurs, vous avez fait un éditorial dans L'Humanité, vous en parliez un peu tout à l'heure, intitulé « Tragique paralysie ». Vous avez écrit notamment, évidemment, aujourd'hui, beaucoup d'habitants restent sans aide médicale, sans eau, sans électricité, sans abri, ce que nous disait aussi Mariam. Pourtant, dans le reportage, le médecin militaire nous dit l'État s'est déployé très vite. Donc, quel tableau on peut dresser aujourd'hui, à quasiment une semaine après, de la façon dont se sont organisés ces secours, y compris de la part de l'État? Alors, il y a évidemment tout ce que décrit les entraves, effectivement, physiques liées à cette région montagneuse, où l'infrastructure routière est déjà fragile en temps normal, où elle est aujourd'hui abîmée, etc. Je crois qu'il y a eu un déploiement, effectivement, de secours qui a pu se faire dans les zones les plus accessibles. Le problème, c'est qu'il a été extrêmement tardif et les secours tardent encore, comme Mariam le disait tout à l'heure. Et je crois qu'il faut vraiment souligner le fait qu'on n'est pas simplement en face des conséquences d'une simple catastrophe naturelle. Le nombre de victimes qu'on peut déplorer lors d'un séisme, elle est aussi liée aux conditions de vie qui préexistent à ce séisme. Elle est aussi liée à la capacité des pouvoirs publics à organiser des secours. Et là, on voit bien qu'on est sur les limites d'un État ultra centralisé. Tout à l'heure, Rachida parlait de l'héritage de la colonisation avec cette partition entre un Maroc utile et un Maroc inutile. L'autre héritage de la colonisation, c'est un État ultra centralisé. Dans ce cas, ultra centralisé aussi disons que c'est vraiment les décisions prises au palais qui prévalent et c'est là que le là est donné. Et on voit bien que après ce séisme, tout le monde était suspendu à la parole du roi, aux décisions du cabinet royal, etc. Et donc il n'y a pas la décentralisation qui aurait pu, pour des autorités locales, leur permettre d'organiser les secours très vite. Ça veut dire qu'on a perdu du temps, beaucoup de temps pour vous ? Oui, évidemment, et pour reprendre en fait l'événement qu'évoquait Rachida, donc le séisme d'El Hoceima en 2004, l'histoire nous donne des exemples. À l'époque, en fait, le Premier ministre Driss Jetto en fait avait voulu prendre des initiatives parce qu'aucune directive royale n'avait été donnée, et ce monsieur qui faisait partie de l'appareil politique étatique en fait a été scotché parce que au Maroc, on ne doit pas montrer qu'il est possible de faire des choses sans le roi, avant le roi.
roi. Donc il y a beaucoup de témoignages là qu'on a pu voir ce week-end ou encore ce lundi d'habitants qui expliquaient qu'ils ont voulu aller chercher sous les décombres. Ils ont voulu même enterrer leurs morts. On les a empêchés de faire ça parce que il y avait une chaîne de commandement défaillante et que tant qu'on n'avait pas l'aval du cabinet qui devait le donner au ministère, etc., il n'y avait pas l'autorisation d'inhumer les corps. Exactement. Et ce qui est extrêmement grave. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu dans les médias français, malheureusement, une brochette de tuériféraires proches de l'État nous expliquer que l'heure était au deuil, l'heure était à l'émotion. Évidemment que l'heure est au deuil, mais l'heure est aussi à demander des comptes, en fait. Et effectivement, des conditions matérielles préexistent et politiques préexistent à cet événement. Et ces contrées enclavées, elles ont toujours été dépendantes de la solidarité et du système D, soit en fait des enfants de la diaspora, donc nos parents, mes parents, qui sont venus en France ou aux Pays-Bas ou en Belgique en fait pour travailler, et aussi et surtout les Marocains de ces villages qui ont opéré l'exode rural et en fait qui ont toujours été là pour ces villages. Quand vous dites, Rosa, dans votre éditorial, l'abîme est frappant entre d'un côté le silence royal, on va y revenir, et la catalepsie d'un État centralisé autoritaire, et de l'autre l'extraordinaire entraide du peuple marocain dont on a parlé et qui est en effet très forte, y compris d'ailleurs depuis l'étranger, avec beaucoup de dons qui arrivent de partout, évidemment, et ça il faut le souligner, bien sûr. Mais cette catalepsie, c'est quoi? C'est-à-dire dans les 48 heures là en question, ils jouent quoi? Ils jouent rien, parce qu'en fait on ne sait pas ce qui va se passer, et donc rien ne se... En tout cas, ce n'est pas lancé assez vite, c'est ça que... Il y a un roi qui est à l'étranger à ce moment-là, en l'occurrence en France. Ouais. Il est à Paris. Il met un certain temps quand même à rentrer, et c'est au moment où il rentre seulement que se tient au sommet une réunion d'urgence. On va le voir d'ailleurs, on va voir cette photo, hein, le lendemain du séisme, Mohamed VI était à Paris, il rentre en urgence, et on voit cette photo, le palais publie cette photo, le roi avec son fils et des conseillers autour d'une table, image muette, hein, et le roi qui reste silencieux plusieurs jours avant de refaire une apparition. Celle-ci, c'était il y a 2 jours dans un hôpital de Marrakech, une photo aussi où on le voit donner son sang. D'ailleurs, il n'a pas parlé depuis, en fait. Il ne s'est pas exprimé, les autorités s'expriment extrêmement peu. Je crois que le second problème, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui donne le là, qui organise les choses une fois que les directives royales sont données, mais en fait, en réalité, c'est l'Intérieur qui dirige l'État, c'est les services de sécurité, c'est Amouchi qu'on a vu très actif par la suite, et que c'est pas... Précisez-nous qui c'est. C'est le chef de la police politique marocaine, pour résumer. En 2004, en France, un juge français en fait a émis un mandat d'arrêt contre lui parce qu'il est accusé de torture, parce que le Maroc est un pays qui encore aujourd'hui pratique la torture par agression sexuelle, et ça a même été reconnu par le roi du Maroc lui-même devant une commission des Nations Unies. Voilà, il me semble que ces services de sécurité, qui en fait sont aujourd'hui le cœur de la machine d'État au Maroc, ils sont beaucoup plus compétents dans le domaine répressif que dans le domaine du sauvetage, de l'entraide, de l'organisation de la solidarité. Et on voit bien qu'il y a une crise au Maroc qui est liée au fait que ce roi est absent. Il a passé 200 jours à l'étranger l'an dernier. Or, le problème, c'est que dans ce système pyramidal, tout est suspendu aux décisions, aux décrets royaux, aux décisions du palais. Et on voit bien que ça crée un certain nombre de dysfonctionnements qui deviennent tragiques dans des situations comme celle-là. Mariam Zigaminine, on sait que c'est difficile de s'exprimer de façon critique au Maroc. Est-ce que pour vous, la société marocaine aujourd'hui demande des comptes ou va demander des comptes? Est-ce que vous sentez, il y a l'entraide? Est-ce que vous sentez aussi une colère, ou est-ce que vous ne le sentez pas forcément émerger?
Si. Alors d'abord, j'aimerais quand même préciser qu'il y a quand même eu des arguments logistiques de bonne foi qui ont été exprimés, avec cette idée qu'en fait, voilà, il y avait des réserves légitimes sur le fait qu'il pouvait y avoir une arrivée un peu brusque en fait de plein de monde en même temps et qu'il fallait faire des choix. On va y revenir d'ailleurs sur cette question qui s'est transformée en question polémique. Exactement. Ça, moi, je l'entends parfaitement et je pense que les secouristes et même l'armée en fait font ce qu'ils peuvent pour pouvoir. Mais voilà, il y a un appareil politique comme l'a rappelé. J'ajouterais aussi que c'est un pays qui veut s'affirmer comme une puissance régionale en Afrique et qui veut aussi montrer sa souveraineté. Et je pense que voilà, il faut aussi nuancer. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui s'imbriquent pour expliquer notamment cette polémique autour de l'aide, en particulier internationale. Mais on y reviendra. Certainement. On y revient dans un instant, mais justement... Mais pour ce qui est... oui, effectivement, il y a des voix critiques sur le Maroc, à l'intérieur même du Maroc. Et c'est vrai qu'on a tendance, en France, parce qu'on est francophone, en fait, à passer à côté de ces voix. Mais vous avez des voix qui s'expriment en arabe marocain, en derija, en teshlhit. Vous avez... Moi, il s'avère que dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse, en fait, à ces personnes que l'on peut entendre sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, qui sont des militants des droits humains, qui sont soit restés sur place, soit qui ont dû s'exiler, et qui expriment en fait une critique. Et d'ailleurs, même ce week-end, on a pu voir des vidéos de villageois en fait qui demandaient des comptes. Où est l'État ? Où est le Marzen ? Est-ce que nous, on est des Marocains de seconde zone ? Qu'est-ce qu'on a fait en fait pour mériter ça ? Et j'en profite pour rappeler quand même quelque chose, c'est que le Maroc fait fuir beaucoup d'exilés. On connaît les exilés économiques qu'on voit en fait partir sur des bateaux de fortune et qui malheureusement finissent par se noyer en Méditerranée. Et vraiment parfois c'est des localités entières qui partent ensemble. Dernièrement, on a eu une 60aine de personnes qui tentaient de rejoindre les îles Canaries et qui ont fini par se noyer. Mais on a aussi en fait des exilés politiques ou des exilés en fait dont les combats relèvent des droits humains. Et qui en fait font l'objet d'une répression qui s'est accélérée ces dernières années. Et on rappelle d'ailleurs que le Maroc a dans ses prisons des journalistes, et d'ailleurs Mediapart et l'Humanité ont fait beaucoup de papiers sur eux, Omar Radi, Souleymane Raissouni, Tawfiq Bouachirine et d'autres militants. Évidemment, on n'oublie pas les militants du RIF, on connaît Nasser Zefzafi et d'autres, dont le seul tort est d'être sortis à un moment donné dans la rue pour demander des hôpitaux et des écoles. De demander des comptes, en effet, au Maroc. Je voudrais revenir sur cette affaire justement dont on a parlé, c'est-à-dire cette question de l'aide et du sauvetage. On résume, le Maroc a accepté les offres de 4 pays juste après le séisme qui ont proposé des équipes de recherche et de sauvetage, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis. En France, l'ancienne puissance coloniale, une polémique, on va dire, est née sur le fait de savoir pourquoi l'aide de la France n'avait pas été acceptée, alors que, enfin, plus exactement sollicitée, parce que c'est comme ça que ça marche, alors que, bon, on le sait, les relations diplomatiques entre la France et les deux pays ne sont pas, la France et le Maroc, pardon, ne sont pas au beau fixe. C'est une polémique qui a été très présente, et je voulais vous montrer, par exemple, ce qu'on entendait, ce qu'on a pu entendre à la télévision française, sur les plateaux TV français, cette dame qui s'appelle Samira Sitaïl, c'est l'ancienne directrice de l'information de la chaîne nationale marocaine 2M. C'est très grave de dire, sur un plateau de télévision, que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Ah non, alors, si vous me permettez... C'est ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Si vous me permettez... Il est extrêmement grave, c'est même, je considère que c'est un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave. Alors, et il va falloir... Si vous me permettez de faire une petite parenthèse... le corriger. Rosa Moussaoui, on voit justement cette affirmation de cette ancienne directrice de l'information de la chaîne nationale à propos de cette polémique justement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette polémique ? Est-ce qu'elle nous dit des choses intéressantes déjà ? Parce qu'on entend souvent... Il faudrait d'abord dire d'où parle cette dame. Elle n'est pas journaliste, elle est communicante, c'est une lobbyiste connue du régime marocain et elle n'est pas là par hasard, elle est là pour faire passer le message du régime marocain, de l'État marocain. Donc ça c'est une chose importante d'abord à dire. Ensuite, il y a cette façon de surjouer une forme de souverainisme qui n'a pas lieu d'être, à mon avis. Là, on est sur de l'humanitaire pris en otage
par des calculs politico-diplomatiques. Moi, j'estime que ces calculs politico-diplomatiques, dès lors que des vies humaines sont en jeu, ils n'ont pas à entrer en ligne de compte. Et c'est ça qui est tragique dans cette séquence. C'est un certain nombre de pays, et pas seulement la France, ont offert leur aide. Le Maroc l'a écarté sans autre forme de procès, et il s'est privé des moyens de venir au secours des populations sinistrées. Alors évidemment que on sait le cirque humanitaire auxquels peuvent donner lieu des catastrophes. Moi, j'ai couvert plusieurs tremblements de terre, plusieurs catastrophes comme ça, et l'arrivée anarchique d'ONG, etc., et pas forcément de nature à secourir les populations, on est d'accord. Là, on parle d'équipes de la sécurité civile qui auraient pu se tenir aux côtés de ces populations, d'équipes envoyées par des États qui sont chevronnés, qui sont habitués à ce genre d'intervention. Donc, je crois que c'est vraiment ça, en fait. Le Maroc fait payer non seulement à la France, mais aussi à d'autres pays, leur refus de s'aligner sur ses positions diplomatiques. C'est ça qui s'est joué là. Parce qu'on a vu par exemple le syndicat national de la presse marocaine qui a critiqué le non-professionnalisme d'un certain nombre de médias français en disant ces médias ont délibérément politisé la question de l'aide humanitaire, ont mobilisé l'opinion publique française contre le Maroc en suggérant son incapacité, sa volonté à empêcher l'arrivée des aides aux victimes. Je pense que ce syndicat, on ne l'a pas beaucoup entendu sur des affaires de journalistes emprisonnés, par exemple. Mariam. Je souscris à ce que vient de dire Rosa, et j'ajoute quand même que cette personne présentée comme journaliste franco-marocaine a été qualifiée par ses collègues de tel quel, un journal qui est pourtant pas très contestataire, d'informatrice zélée, je reprends l'expression, donc des renseignements marocains. Pour ce qui est en fait de la couverture médiatique et de l'invitation vraiment de ces turiféraires sur les plateaux français, effectivement, moi, j'aimerais souligner la responsabilité des journalistes et des rédactions françaises, alors en fait où on a des agents d'influence très connus, qui, très connus pour leur lien avec les services de renseignement marocains, pardon. Vous avez l'impression qu'on n'a pas voulu critiquer le Maroc? Non, mais surtout qu'on a eu l'affaire dernièrement, on a eu un journaliste de BFM TV qui a été écarté de BFM pour des raisons en fait d'influence. On a aussi eu en fait chez France 24 des renvois de journalistes marocains pour ces mêmes raisons. Et on a même en fait le même sujet au sein du service public français. Ensuite, pour les arguments avancés, on parlait effectivement on refuse l'aide de la France et que la France en fait se comporte comme l'ancienne puissance coloniale. J'aimerais quand même rappeler que l'Espagne aussi est une ancienne puissance coloniale et que cet argument on l'a pas sorti. L'Espagne aussi a bombardé au gaz moutarde le Rif pendant la colonisation. Aujourd'hui, l'Espagne et le Maroc ont un problème, celui des enclaves de Ceuta et Melilla. Et pourtant, ça n'a dérangé personne en fait que l'Espagne intervienne. Ensuite, l'argument donc toujours les relations diplomatiques entre la France et le Maroc sont problématiques. Comme l'a rappelé Rosa, le roi du Maroc était en France au moment du tremblement de terre. Il était dans sa demeure du Champ de Mars, acheté plus de 80 millions d'euros durant la crise du Covid. Et on nous dit qu'il y était pour se soigner. Donc si le roi du Maroc mérite les soins des Français, pourquoi est-ce que les Marocains ne méritent pas en fait le secours et le soin effectivement d'équipes médicales françaises? Rachida, tu disais toi aussi qu'il y avait aussi une autre dimension peut-être qui était cette volonté alors c'est peut-être pas le moment opportun, mais de décoloniser d'une certaine façon l'assistance aussi, c'est-à-dire de se tourner vers des pays, alors même si j'entends ce que vous dites sur l'Espagne, mais des pays qui n'ont pas cette historique, en tout cas de colonisation direct là, comme en France, la France avec le Maroc. Oui, c'est François Bougon du Pôle international de Mediapart qui le raconte d'ailleurs dans un article très intéressant dont je vous recommande la lecture, où effectivement, si les tensions diplomatiques peuvent expliquer beaucoup
peuvent nous donner des éléments d'éclaircissement sur la situation, on peut aussi penser que Rabat cherche à s'inscrire dans une tendance qui est observée depuis plusieurs années de localisation, voire de décolonisation de l'aide humanitaire. Et il y a plusieurs chercheurs qui évoquent cette approche. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs, moi, qui se nouent, effectivement. Alors, il y a véritablement une question franco-marocaine qui a pris d'ailleurs des proportions délirantes dans le débat franco-français. Ça a occupé 2 jours de discussion. À l'heure où l'urgence, c'est tout de même de sortir, de sauver des vies et aussi de sortir les morts des décombres. L'urgence, elle était là. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on avait la population meurtrie déjà par ce séisme qui était en train de creuser à main nue des journées entières dans l'attente d'une aide nationale ou internationale qui ne venait pas. Et effectivement, les réseaux sociaux le révèlent. D'une manière, je pense, très frappante, peut-être même plus frappante qu'il y a 20 ans. D'ailleurs, à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas là. Mais en tous les cas, on voit des habitants, des villageois. Alors, ce ne sont pas des activistes, ce ne sont pas des militants, des journalistes, mais qui, devant les caméras du monde entier ou face à leur téléphone sur un réseau social, disent leur colère. Leur détresse, d'abord, aidez-nous, et leur colère. Et leur colère de ne pas être secourus, notamment par leur État, en posant même, j'ai entendu, j'ai vu, il y a plusieurs vidéos qui circulent comme ça, de villageois qui disent « Notre Douar a-t-il été rayé de la carte du Maroc ?» Pourquoi n'avons-nous pas vu un seul secouriste? Pourquoi n'avons-nous pas vu ne serait-ce qu'un élu? Et la problématique des corps qui se décomposent et qu'on ne peut pas enterrer parce qu'on n'a pas eu le certificat de décès, parce que la bureaucratie marocaine ne vous a pas délivré ce document et que sans ça, vous ne pouvez pas enterrer dignement votre frère, votre fils, le membre de votre famille. Donc je pense qu'il faut équilibrer aussi le débat et sortir de l'ornière dans laquelle tout de même la presse la presse française s'est jetée. Je pense aussi, parce qu'on a quand même eu aussi le président Macron face caméra qui parle aux Marocains et aux Marocaines. Moi, ça me pose question. J'ai jamais vu le roi du Maroc ou n'importe quel autre président ou monarque à travers ce monde qui prend la parole pour parler au nom, je ne sais pas, tiens, des Libyens, par exemple, qui sont aujourd'hui en train de mourir sous des trompes d'eau, ou des Grecs qui sont morts dans des incendies. Donc, je pense qu'il faut... Voilà, je pense qu'en France, quand même, il y a une question politique brûlante. D'ailleurs, en mars, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il avait des relations amicales avec le Maroc, ce à quoi le Maroc avait répondu aussitôt, nos relations ne sont ni amicales ni bonnes. Je pense qu'aussi, et vous l'avez raconté, il y a, le Maroc a une diplomatie qui peut être agressive sur des dossiers qui lui sont importants, et notamment la question du Sahara, puisque le Maroc revendique la marocanité de ce territoire disputé depuis des décennies. On peut effectivement constater que les pays auxquels il a fait appel sont des pays comme par exemple l'Espagne ou le Royaume-Uni, des pays qui ont opérer soit une volte-face sur le dossier du Sahara occidental, soit qui sont prêts à changer de point de vue. C'est ce qui se produit aussi avec le Royaume-Uni. Donc je pense qu'il faut, en tous les cas, équilibrer le débat et ne cesser de donner aussi la parole à des Dominique Strauss-Kahn ou à des Nicolas Sarkozy qui nous rappellent, qui nous expliquent sur BFM TV combien les Marocains sont proches de nous. Oui, enfin disons que voilà, les Marocains sont proches de nous, et la question de l'entraide, c'est pas le seul sujet non plus, évidemment, à traiter. Rosa. Mais mettons de côté toutes les instrumentalisations dont a pu faire l'objet cette catastrophe. Moi, je pense que vous parliez de la Libye en début d'émission. Cette région, elle va être confrontée à des désastres à l'avenir de plus en plus fréquents, de plus en plus meurtriers. Il me semble, c'est aussi une zone sismique extrêmement importante, la Méditerranée. Il me semble qu'un pays ne peut pas dire qu'il n'aura jamais besoin de la solidarité des autres. Et peut-être que la Méditerranée mériterait que se mette en place une sorte de structure commune à tous ces pays riverains qui seraient en mesure d'intervenir sur les théâtres d'inondations, de séismes, etc. Et peut-être que c'est comme ça qu'on peut arracher la solidarité aux calculs politico-diplomatiques, aux instrumentalisations, d'où qu'elles viennent.
parce que des catastrophes, en effet, il y en aura d'autres, et le réchauffement climatique en annonce d'autres par ailleurs. Merci beaucoup à toutes les trois pour les dons. On rappelle que plusieurs organisations caritatives ont lancé un appel à la générosité, le Secours populaire français, la Fondation de France, la Croix-Rouge, l'UNICEF et CARE, aussi la Banque alimentaire marocaine, et puis des dons également pour la Libye, la Croix-Rouge et l'UNICEF. Mais il y a aussi évidemment beaucoup d'initiatives qui se multiplient. Merci beaucoup Mariam Tigamine, merci Rosa Moussaoui. Rachida, tu restes un peu avec nous parce que on va parler de quelqu'un qui nous est très cher, Mortaza Beboudi. Depuis 7 mois, notre ami, notre confrère est toujours détenu en Afghanistan. Cela fait même 8 mois. Oui, ça déjà fait 8 mois. Ouais. Que Mortaza est en effet emprisonné dans les geôles des talibans pour avoir fait son travail de journaliste, ce métier essentiel, pour nous avoir informé de la situation dramatique dans laquelle l'Afghanistan est plongé, pour avoir documenté privation de liberté, l'oppression faite aux femmes. La famine, c'est évidemment insupportable et révoltant. On se bat sans relâche depuis son arrestation le 7 janvier dernier à Kaboul pour obtenir sa libération. On se bat sans relâche avec sa compagne, Alexandra Mostovadja, qu'on salue. On se bat aussi sans relâche avec l'ONG Reporters sans frontières, qui fait beaucoup pour les journalistes à travers le monde. On parlait des journalistes marocains qui paient un lourd tribut aujourd'hui parce que la liberté de la presse est très menacée au Maroc. Mais elle est menacée aussi dans de nombreux pays à travers le monde, y compris chez nous aussi. Donc on se bat pour Mortaza, et en se battant pour Mortaza, on se bat pour la liberté de la presse et pour notre métier, qui est une nécessité dans nos démocraties vacillantes comme dans ces pays, ces régimes plongés dans l'obscurantisme. On l'oublie pas, Mortaza, on lui envoie plein de pensées, ainsi qu'à ses proches. Rachida, on va te lire aussi très vite sur Mediapart en raison d'une autre actualité. Samedi 16 septembre, ça fera 1 an que la féministe Mahsa Amini, victime de la répression en Iran, est décédée, une mort qui a déclenché une révolte qui couve encore. Donc on lira ça sur Mediapart ce week-end. On vous recommande aussi cette BD, Femme, Vie, Liberté, sous la direction de Marjane Satrapi, avec notamment la participation de notre ami Jean-Pierre Perrin. Ça vient de paraître aux éditions L'Iconoclaste. Merci de nous suivre. Cette émission, vous le savez, elle est en accès libre, mais Mediapart ne vous informe que grâce aux abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous. On se retrouve mardi prochain. À très vite.